On va évoquer la situation dans notre pays, mais aussi sur le front de cette guerre dont on parle beaucoup ces derniers temps, à la fois le chef d'état-major des armées et le président de la République qui s'est exprimé ce matin. Écoutez ce qu'il a dit à propos du service national volontaire qu'il s'apprête à relancer parce que le SNU a évidemment fait flop, mais il dit voilà, il faut absolument qu'on se prépare, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon éditorial. Il précise tout de même qu'il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine. On écoute Emmanuel Macron. Nous devons renforcer le pacte armée-nation. Et qu'au moment où la guerre s'hybride, ce que je suis en train de vous dire, il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche, participent à la réserve que nous avons aussi mis en place et qui est très importante parce qu'elle apporte des compétences à nos armées et que nous raffermissions en quelque sorte la nation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir. Monsieur le Président... Mais c'est donc, vous voyez bien, totalement délié, et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire. C'est toujours mieux de le dire, qu'on ne veut pas envoyer nos jeunes en Ukraine. L'émoi suscité par les propos du général Mondon était, voilà, il était clair et il était évidemment très très bien dit. Louis de Ragnel, quand on entend le président dire on va relancer le service militaire volontaire pour renforcer la cohésion, moi je dis oui, je dis banco, allons-y. Il faut que cette nation se réarme au plan au moins moral et psychologique. Sûr, mais vous savez, la question c'est celle de à quoi sert le service militaire. Est-ce que c'est pour mettre du plomb dans le cerveau à une jeunesse qui a besoin d'être un peu redressée, ou est-ce que c'est réellement la vocation initiale du service national, c'est de lever une génération d'hommes en armes et de femmes pour se battre. Et je pense que dans le débat, il y a deux questions, et Emmanuel Macron a répondu à une de ces questions. C'est est-ce que les gens sont prêts à mourir pour défendre le flanc est de l'Europe, ou ils sont prêts à mourir pour défendre la France? Là, il y a répondu, c'est pas le sujet. Donc, bah oui, non, mais attendez. Mais quand vous rentrez dans les armées, d'accord. Mais quand je parle sous le contrôle du général de Richeau. On va lui passer la parole. Mieux que moi. Mais non, mais quand vous rentrez dans l'une des trois armées, vous acceptez aussi la possibilité de donner votre vie, de la perdre, votre vie. Vous pouvez donner la mort et vous pouvez aussi perdre votre vie. Ce service militaire, ce serait pour recruter, je crois, faire une réserve. L'idée, c'est de remplacer surtout les effectifs de sentinelles pour permettre à l'armée professionnelle de métier plus classique d'être utilisée pour autre chose, éventuellement des opérations extérieures et des vraies missions armées. Général Richeau, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai eu un peu peur ces jours-ci parce que j'ai entendu parler d'un service militaire qui serait, j'allais dire, qui s'adresserait qu'à certaines franges de la population. Or pour moi, il faut absolument éviter ça, quoi. Et il me semble que le président est revenu sur le service national universel. Alors moi j'ai une idée, si vous voulez, je crois on n'en a pas encore beaucoup parlé. Je pense qu'il est très important d'avoir une période que j'estime à 3 mois, au cours de laquelle, dans cette période, on mettrait l'ensemble des Françaises et des Français en âge de venir, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans. Pourquoi ? Pour essayer d'abord pour faire masse, avoir une formation sportive, rustique, en uniforme. Il ne s'agit pas de porter les armes du tout, mais avec un encadrement cet encadrement permet de vivifier cette jeunesse et de se dire, à un moment donné, au bout de ces 3 mois, en fonction de l'observation que j'ai eue de ces jeunes, je suis capable de dire ceux-là, ils sont prêts pour partir à un service militaire, et à ce moment-là, on prend l'affaire service militaire et on les forme pour être militaires, ou réserve, comme il a été dit, parce qu'il faut une armée moderne, c'est une armée avec des réservistes, et puis les troisièmes iront à la formation professionnelle, etc. Mais je crois très important qu'on puisse mixer cette jeunesse qui vienne à la fois des quartiers, des beaux quartiers, et des campagnes et des villes. On ne peut pas dire je veux avoir la jeunesse qui insuffler, j'allais dire, le souffle de la patrie à une jeunesse si on en a pas tous, quoi. Gauthier Lebret, vous pourriez faire partie de ces jeunes réservistes. Ah, je sais pas si je serais 30 ans marié, père. Je pense que je réserviste, si réserviste citoyen. Réserviste citoyen. Il est volontaire. Non, mais je vous vois pas lire. Il y a quand même tout ça arrive après une semaine où il y a eu un narratif. C'est-à-dire que ça a commencé avec les 100 rafales, avec à Villacoublay, avec Volodymyr Zelensky qu'il devait nous acheter. En fait, il a ni l'argent et nous on n'a pas la capacité
refusé de fournir 100 Rafales aussi rapidement. Ensuite, il y a eu les propos du chef d'état-major, faut être prêt à sacrifier ses enfants. On a eu le kit de survie. Le kit de survie en fin de semaine avec le petit sac à dos, les bouteilles d'eau, les lunettes de rechange, les clés à prendre en cas d'attaque des Russes. Et là, donc... dans la même journée... C'est pas en cas d'attaque des Russes, c'est même en cas de catastrophe naturelle. Évidemment, je souris un petit peu. En cas de guerre aussi, voilà. Et évidemment, tout ça fait partie d'un narratif et tout ça. Et il y a quand même une part de mise en scène. C'est-à-dire que ces événements, les uns après les autres, n'arrivent pas par hasard. Et là, vous avez dans la même journée, donc Emmanuel Macron, effectivement, qui nous parle du retour du service militaire, avec des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que 50 000 d'ici 2035. Et si on n'atteint pas les 50 000, là, ça pourrait devenir obligatoire. Parce que quand vous avez le porte-parole du chef d'état-major qui vous dit en cas de guerre de haute intensité, c'est 1000 hommes qui tombent par jour, et bien vous regardez l'état des troupes françaises aujourd'hui, donc c'est-à-dire 200 000 hommes, 40 000... C'est théorique, ça. Oui, mais c'est théorique, enfin c'est quand même eux qui l'ont dit, et donc l'objectif, c'est d'avoir une armée mais si la France est envahie, c'est sûr que il y aura le rétablissement de quelque chose. Mais après, aujourd'hui, une génération, c'est 800 000 personnes par an à peu près, il y aura de moins en moins, parce qu'il faut être capable de les absorber. Je pense que tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas absorber 800 000. Moi, j'aurais une observation à faire quand même sur le narratif que vous venez d'évoquer, notamment sur la menace. La menace, on nous gonfle depuis maintenant 6 mois, 1 an, sur la menace russe. Je ferai simplement remarquer que les Russes sont à 2500 km de Paris, que ce n'est pas demain qu'ils seront sur la Concorde. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous avez un peuple qui a perdu 27 millions de combattants ou de Russes pendant le second conflit mondial, ils ne sont pas prêts d'investir, de mourir. Entendu. L'autre point, ça ne nous empêche pas de nous réarmer. Oui, mais ils peuvent réarmer. Oui, mais d'accord, mais ils vont réarmer comme nous. Tout le monde se réarme, tout le monde réarme. Mais ce que je veux dire, qu'à la différence que nous avons, c'est que nous avons quand même, c'est bien de se réarmer et de voir vers l'extérieur, mais il faut que l'arrière tienne. Or, ce que je constate, c'est que tous les jours l'arrière se bat à coups de Kalachnikov dans les quartiers. Il y a des Françaises et des Français qui meurent tous les jours, qui sont poignardés, etc. Et avant, me semble-t-il, de foncer, de s'armer, de foncer aux frontières et de rester sur les frontières, il faut s'occuper de l'arrière. Et je crois que là, c'est pour ça que si on a un service militaire, un service national, il faut impérativement que ça soit l'ensemble des classes et de ces jeunes qui aillent. Alors vous me dites, il va falloir 50 000, 50 000 peut-être, mais il faut peut-être monter. C'est l'objectif du gouvernement. Mais je suis 100% d'accord avec vous sur ce point. Le narratif, c'est aussi un acte politique, parce qu'on joue sur les peurs, parce qu'on est impuissant sur la scène nationale, et donc on crée ce narratif. On est bien d'accord, mais on enchaîne les événements avec un certain sens du scénario. À un moment donné, il faut savoir raison garder et dire arrêtez de belviser comme vous le faites. Et maintenant, travaillons autour d'une table et réfléchissons. Voilà. Éric Nolot. Non, mais moi, j'ai du mal à comprendre votre argument. On n'est pas prêt de se battre contre les Russes à la Concorde. C'est pas ça qui est en cause. En France, il y a 2 menaces internes, l'islamisme et le narcotrafic, et il y a une menace externe qui est la Russie, qui nous mène une guerre hybride, cyberattaque notamment, pas seulement en France, qui nous a évincés d'Afrique, c'est une forme de guerre aussi, et qui menace des pays qui sont à la fois membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Je parle des pays baltes. S'ils attaquaient un des pays baltes, l'Estonie a l'air d'être le maillon faible, nous serions tenus par une solidarité. Donc en fait, la guerre, elle ne se passera pas en France, elle se passera sur un territoire où nous sommes solidaires.